Ici Émilie Paquin et vous écoutez le podcast Vectis, un balado qui propose de nouvelles manières d'étudier, d'analyser et de collaborer aux études sur les jeux. C'est avec un grand plaisir que nous accueillons à l'émission Élodie Simard. Nous allons parler des représentations des femmes et de la diversité à l'intérieur des jeux vidéo. Bonne écoute! Bienvenue à cet épisode de Vectis. On est accompagné aujourd'hui d'Élodie Simard. Allô, Élodie. Allô. Allô, je suis full contente de t'avoir aujourd'hui à l'épisode parce qu'aujourd'hui, on va parler des représentations et de la diversité dans les jeux vidéo. Yeah. Plus précisément, les femmes et toute la diversité qu'on peut y retrouver. Donc, juste vous avertir, on est présentement dans les locaux de l'UQAM, présentement. Donc, si vous entendez des étudiants, étudiantes, enseignants ou de la construction, ben, c'est probablement nous, on est désolé. Donc, on part de ce pas, je vais te laisser te présenter. Tu en as beaucoup sous la manche de connaissances par rapport à la représentation dans les jeux vidéo. Oui, mais en fait, moi, je suis étudiante à la maîtrise en communication, concentration en jeux vidéo et l'édification. Par contre, j'ai commencé à m'intéresser aux jeux vidéo, puis plus particulièrement à la question des femmes dans les jeux vidéo quand j'étais au bac en sociaux. Je pense que je me suis toujours un peu intéressée. En fait, dans mon bac, j'ai commencé à m'intéresser beaucoup aux questions féministes. Puis les jeux vidéo ont toujours été une passion pour moi depuis quand même que je suis assez jeune. Donc, à un moment donné, c'est venu un peu comme de façon plus naturelle. J'ai décidé de croiser les deux puis de travailler sur les jeux vidéo dans une perspective féministe, m'intéresser justement aux questions de genre dans les jeux. Puis, donc voilà, j'ai commencé à m'intéresser à ça. Puis, j'ai décidé de continuer ma maîtrise là-dessus. Puis, tu t'en vas au doctorat aussi Oui. L'an prochain. Oui. Est-ce que ça va être encore là-dessus ou si tu vas te prononcer un petit peu plus sur une tangente en particulier? Ben, je continue d'aborder les jeux dans une perspective féministe, mais c'est un peu différent de ce que je fais en ce moment pour mon mémoire. Je pense qu'on va revenir un peu sur mon mémoire plus tard, Ouais. mais en gros, moi, j'ai décidé de travailler sur Lara Croft, puis d'aller un peu plus loin que juste les représentations, mais aussi de l'aborder du point de vue des joueurs, donc je vais expliquer un peu plus tard. Puis ce que je voudrais faire pour mon doctorat, sauf si ça change évidemment, c'est toujours amené à changer. Mais moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est travailler sur l'humour, comme façon de soit renforcer le sexisme ou au contraire le critiquer, que ce soit dans les jeux, mais aussi dans le discours des joueurs et des concepteurs de l'industrie en général. Oh wow, ça, je pense que ça va revenir rejoindre certains commentaires dont on va parler tantôt. Je pense que oui. Ouais, on va pouvoir même se lancer, je pense, là-dedans, ça va être le fun. Yes! Et cool! J'aime bien commencer le podcast aussi en demandant c'est quoi les jeux qui t'ont influencé / préféré, juste pour connaître un peu plus la personne devant nous. Donc, je vais te laisser nous les nommer. Ok, ben je pense que ça sera pas une très grande surprise. Un de mes jeux préférés, c'est Tomb Raider. J'en ai fait mon sujet de mémoire, c'est pas pour rien. Mais, c'est probablement un des premiers jeux sur console auquel j'ai joué. Puis même, je me demande si j'ai pas déjà joué comme sur PC avant même d'être sur console avec un ami. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que c'est ça, le personnage principal, c'est une femme, puis ça me rejoignait. Parce que moi, j'aimais beaucoup les jeux vidéo, mais en même temps, c'est rare qu'on trouvait des personnages féminins forts. Fait que je pense que voir Lara Croft, ça m'a interpellée assez rapidement. Puis j'ai juste accroché au style de jeu aussi, que ce soit par les combats ou la résolution de puzzles. Donc voilà, bref, c'est Tomb Raider qui m'a suivi un peu toute ma vie. Puis maintenant, je le concrétise en faisant mon mémoire là-dessus. Il n'y aurait pas une plus belle façon pas de prouver mon amour, mais en tout cas de boucler la boucle. Mon intérêt. Ouais, boucler la boucle. Ben, tout à fait. Je pense qu'en plus, une maîtrise, là, si on ne choisit pas un sujet qui nous passionne, là, ça peut devenir lourd. Puis, ouais, c'est ça. Puis là, t'as plus de raison de pas aimer ton mémoire. Au contraire, là, tu fonces puis t'es passionné. Ouais, ce qui est génial. Oui! Puis sinon, les deux autres, mettons. Je dirais aussi Dead or Alive. Dead or Alive. Qui est un jeu de combat japonais qui est surprenant pour une fille qui s'intéresse aux jeux vidéo d'une perspective féministe parce que c'est un des jeux, je pense, qui a les pires représentations de femmes. Mais ça reste que c'est, à mon avis, un excellent jeu de combat. Puis j'ai commencé à y jouer quand j'étais au secondaire avec des amis. Puis ça, je sais pas, j'ai juste vraiment... J'ai joué la première fois, puis j'ai comme adoré. Puis c'est drôle parce que quand j'ai commencé à y jouer, moi j'avais une PS2, puis j'ai joué chez un ami qui lui avait une Xbox 360, et le jeu à ce moment-là était une exclue sur 360. Et après, je pense, une après-midi où on a joué, je suis retournée chez moi, j'ai dit à mes parents, OK, je vends ma PS2 puis je m'achète une 360. Fait que c'est ce que j'ai fait.
Puis je me suis acheté une 360, puis je me suis acheté Dead or Alive. C'était le 4e. Puis voilà. Ça a été une bonne partie de ma vie au secondaire, a été consacrée à Dead or Alive. Wouhou! Là, le 6e est sorti. Est-ce que tu vas sauter sur l'occasion pour l'acheter et y jouer? Oui, effectivement. J'y ai déjà joué au Meltdown. Oui, c'est ça, hein? Ouais. Ils l'ont acheté le jour de sa sortie. Puis ça a donné que moi, j'étais là le jour de sa sortie. Oupsie! Donc voilà, j'ai pu l'essayer. J'ai super hâte de l'acheter pour moi. Puis de juste tout débloquer les personnages. Revenir en enfance quasiment, puis... Exactement. Mais il y avait le 5, tu sais, que j'avais acheté, ça a été la même chose. Je l'ai acheté, je l'ai fait. Ils ont sorti, je pense, 2 autres jeux, genre pas des spin-offs, mais genre des rééditions que j'ai acheté. Donc, qui était toujours upgradé, là. Il y avait toujours plus de persos, plus de stage, whatever. Donc, ouais. Je vois. Et j'ai très impatiente pour le 6e. Et sinon, le dernier? C'est plus compliqué. Je dirais que Tomb Raider et Dead or Alive, c'est vraiment les 2 jeux qui m'ont le plus marqué. Sinon... Je suis comme une grande fan de la série Assassin's Creed. Assassin's Creed, ok. En général, étonnamment, j'ai commencé à y jouer avec le 2e. J'ai jamais joué au premier, ce qui est un peu bizarre. Mais je pense qu'il y a comme un moment de ma vie où il y a comme eu une transition où je suis vraiment comme devenue une gamer. Puis je dirais que, donc je connaissais pas tant les jeux, je m'intéressais pas tant que ça. Ben en fait, non, c'est pas vrai. Mais j'avais comme Tomb Raider, j'avais Dead or Alive, puis c'était comme mes jeux. Sinon, je jouais pas tant à autre chose. Bon, mais ok, donc je suis allée... Dans ce temps-là, on pouvait louer les jeux. Ah oui, Vidéotron! Donc c'est ce que j'ai fait. Puis après, ça a été une belle découverte parce que j'ai fait ça pour une bonne partie de ma vie aussi. Puis ça a été... Mon Dieu, j'allais là, je jouais des jeux, j'essayais pendant comme une semaine, puis j'ai rapporté. Fait ça, vraiment, j'ai dû le louer, puis après, je l'ai acheté. Mais je pense qu'en 2 semaines, j'avais fini le jeu. Ah, Seigneur! Puis la personne qui m'avait conseillé était comme, attends, mais comment t'as pu déjà finir? C'est super long. J'ai dit, ben oui, mais c'était bon. Donc voilà, après, j'ai accroché, puis j'ai continué. Je suis restée accrochée pour toute la série. Puis là, j'avoue que j'ai un peu moins de temps de tout y jouer. Mais je les ai encore, puis j'y joue de temps en temps. Puis comme là, tu vois, j'ai acheté le Odyssey. J'ai pas encore essayé par contre. Mais, quand tu vas avoir fini la maîtrise, là, juste avant le doctorat, là. Passer 2 semaines là-dessus, là. Mais là, tu vois, j'ai déjà fini le dernier Tomb Raider, ce qui est déjà pas mal. Ouais, c'est à 100%, là, tu te disais, là. Ouais, j'ai 100%. Je suis rendue à 80, c'est pas si mal. Ah, c'est pas si mal, encore un petit 20%, là. Ouais, super, mais merci de nous avoir partagé ça. Donc, pour la séance d'aujourd'hui, on s'était dit, comme il y a vraiment beaucoup de choses à couvrir, on s'était dit, bon, OK, on va prendre 3 points, puis on va essayer de les mettre dans la séance. Là, on s'était dit, OK, on y va, puis on va parler de ces 3 points-là. Donc, il y a un point où est-ce qu'on voulait vraiment parler de la représentation. C'est quoi qui se passe un peu plus de nos jours, partant un peu de tes recherches, on allait faire une discussion par rapport à ça. Un autre point où est-ce qu'on a fait une petite expérience maison. J'ai fait une petite expérience maison. J'ai écrit sur un petit groupe Facebook où est-ce qu'il y a des joueurs et des joueuses qui se tiennent et je leur ai posé la question que pensez-vous de la représentation et de la diversité des femmes dans les jeux vidéo? Et on va faire une petite discussion par rapport à ça. Et un autre point où est-ce qu'on voulait justement parler un peu plus de Lara Croft parce qui est quand même, on s'entend, un personnage majeur dans la représentation et dans les discussions qui s'y déroulent. Et moi, j'aimerais bien faire une discussion avec toi aussi en comparatif avec Overwatch qui est mon jeu de prédilection en ce moment. Là, j'y joue tous les jours. Il faut que je prenne une petite pause parce que ça devient trop intense mon affaire. Puis je me suis dit, comme Lara Croft a été sujet à plein de controverses, puis que Overwatch se veut comme un jeu très diversifié avec plein de personnages et tout ça, ben je me suis dit ça pourrait être une belle complémentarité comme petite analyse de cas, si je peux dire. Donc on va y aller de même. Oui. T'es prête? Je suis prête. Super. Donc le premier point, donc présentation un peu des réalités de ce qui se passe. Ça fait combien de temps en fait qu'on s'intéresse à ça, les représentations, parce que ça fait des années que oui, il y a des femmes, c'est Lara Croft qui est dans les jeux, mais ça n'a pas toujours été une meilleure représentation que ça a été comme par exemple aujourd'hui, mettons. Donc peut-être partir des origines, de voir comment ça a évolué. Oui, en fait, je pense que c'est peut-être autour des années 90, avec l'émergence des jeux puis leur croissance en tant qu'industrie, puis ça a gagné en popularité. Je pense que puis en même temps, les game studies ont commencé à se former comme champ d'études, donc de plus en plus de personnes étudiaient les jeux. Je pense qu'en se penchant sur les jeux, en les étudiant, en les analysant, il y a une problématique qui est ressortie au niveau les problématiques de genre, la question des femmes, tout ça.
ça. C'est des enjeux qui sont apparus un peu dans les études. Je pense probablement même un peu avant la formation des Game Studies, là, les études féministes, des auteurs féministes ils ont pu se pencher, ils ont vu un problème ou quoi. Puis en fait, ça part du fait que je pense que pendant très longtemps, il y avait très peu de femmes en jeux vidéo. C'est une très faible présence. Puis que ce soit au niveau dans les jeux, mais aussi dans l'industrie. Puis en fait, dans les jeux, le problème principal, donc c'est ça. Quand il y avait des femmes, ce qui était déjà rare, mais quand elles étaient là, c'est souvent des personnages secondaires, stéréotypés, clichés. La demoiselle en détresse. Exactement. Voilà. Toujours confinée au même rôle, en fait, qui servait un peu de décoration. Donc, voilà, comme tu l'as dit, là, la demoiselle en détresse, je pense que c'est la figure classique du personnage féminin dans les jeux. Puis en fait, ça consiste juste à, justement, un personnage féminin qui attend d'être secouru par un héros masculin. Je pense qu'un des meilleurs exemples, Peach, Mario. Ça reste... puis encore, tu sais, je veux dire, c'est encore ça un peu leur synopsis dans la ligne directrice dans les jeux, ça reste toujours ça. Que Mario va aller chercher Peach. Puis à la fin, ce qui amène à un autre stéréotype qui est celui de la femme trophée un peu, c'est que quand le joueur / héros là, réussit sa mission, eh bien on lui offre la princesse, entre guillemets, comme récompense. Ouais, je pense qu'on a un Metroid qui est un parfait exemple de trophée à la fin. Oui, Metroid, en fait, c'est un bel exemple parce que tout le long du jeu, en fait, on sait pas qu'on incarne une femme. Par contre, donc tu te dis, waouh, c'est génial, tu l'apprends à la fin quand le personnage est dévoilé parce qu'elle enlève son armure. Sauf que le problème, c'est qu'une fois qu'elle enlève son armure, étant les auteurs très très moulants, qui met l'emphase sur toutes ses courbes, mais aussi, si le joueur arrive à battre le jeu, je pense que c'est une question de rapidité. Ouais. Donc, après un certain temps, Samus, elle sera pas seulement en léotard moulant, elle va être en bikini. Donc c'est ça. Donc je pense que c'était quand tu finissais le jeu, le personnage enlève son armure et apparaît en léotard, puis si tu le finis après un certain temps, avant un certain temps en fait, est en bikini. Wow. Voilà. C'est ça. Donc c'est ça, c'est l'illustration vraiment parfaite d'une femme un peu comme trophée ou comme récompense, qui est vraiment comme donnée aux joueurs, héros. Sinon, on peut penser aussi, peut-être dans Dragon's Lair, quand le prince arrive à battre le dragon, t'as la princesse après qui va l'embrasser. Donc ça aussi, là, c'est une autre récompense, puis ça perpétue toujours cette même idée que la femme est là un peu à être donnée aux héros, même joueurs, c'est comme récompense. Wow. Puis diversité, on s'entend déjà qu'il y avait des femmes, que ce soit des demoiselles en détresse ou des personnages secondaires. On s'entend que la diversité, ça a pris beaucoup de temps avant qu'on en voit nécessairement dans les jeux vidéo. C'est ça. Après, je pense qu'il y a eu, je pense qu'on peut nommer des exemples dès le début des jeux vidéo où il y a des personnages féminins. Donc, c'est mieux Metroid, c'en est un, parce que c'est dans le milieu des années 80, je pense. Après, je pense qu'il y a aussi l'arrivée de Lara Croft sur le marché avec Tomb Raider a amené un certain changement. Surtout vu sa popularité. En fait, je pense qu'avant, un des arguments qui était souvent utilisé par l'industrie, puis je pense qu'il l'a été pendant très très longtemps, même après Tomb Raider, était que comme supposément la majorité du public pour les jeux vidéo étaient des hommes, des jeunes hommes, ben, il fallait faire des personnages auxquels ils allaient se rattacher. Oui, c'est ça. Je veux pas dire s'identifier, mais ouais, comme créer un lien, en tout cas. Et pouvoir se voir dans le personnage et tout, donc ils ont créé des hommes. Après, Lara Croft, ce qui est intéressant, c'est que à la base, elle devait être un homme. Les créateurs avaient peur, parce qu'elle a été créée, en fait, un peu genre en calquant sur Indiana Jones. Ben oui, c'est ça. Donc, en étant un homme, les concepteurs avaient peur pour les droits d'auteur. Ouais. Donc, ils ont décidé de féminiser le personnage. Ils se sont dit, si on fait une femme, ben là, on n'a plus de problème de droits d'auteur. T'imagines, on aurait pu avoir un Lara Croft masculin avec des petites shorts puis des camisoles, ça aurait été malade, ça! Non, ça aurait pas été ça, puis je veux juste dire, le Lara Croft masculin, je pense que ça peut être Nathan Drake. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, rendu là, on l'a. Ouais. Mais je pense que Lara Croft, ce qu'elle a fait, c'est amener un peu un vent de fraîcheur, comme prouver que non seulement des joueurs masculins pouvaient apprécier des jeux avec des personnages féminins, des personnages principaux féminins, mais ça a aussi, je pense, amené les femmes à vouloir jouer, ou peut-être qu'elles jouaient déjà, en fait, sûrement qu'elles jouaient déjà, mais que là, ça leur a donné comme un personnage
auquel elle pouvait plus s'identifier, faire comme ah wow, ok, donc un personnage féminin fort, compétent, c'est possible. Sauf que ça amène aussi le problème de l'hypersexualisation des personnages. Ouais, ça, il y en a, hein? Ça, c'était là, je pense, déjà avant avec les personnages secondaires. Parce que, tu sais, je disais, c'était un peu comme une décoration ou donnée comme trophée aux joueurs. Mais, tu sais, le fait qu'elle soit, genre, faite comme étant visuellement attrayante, attirante, pour toujours dans le regard masculin. Puis on parle de pour attirer un homme hétérosexuel, évidemment. Dans le temps, oui. Donc, c'est sûr que je pense qu'avec Lara Croft, cette question-là de l'hypersexualisation, elle a juste explosé. Parce qu'effectivement, c'était pas. Je sais pas qu'est-ce que les concepteurs se sont dit. Je sais pas s'ils se sont dit, ben si on fait une femme, il faut qu'on la fasse attrayante. Pour attirer les joueurs. Donc, je pense qu'en quelque part, ça doit être une stratégie marketing pour justement faire en sorte d'avoir un public qui vont acheter le jeu. Je sais que Toby Gard, aussi, le concepteur du personnage de Lara, il a dit dans une entrevue, à un moment donné, il était comme, ben, tu sais, tant qu'à devoir regarder des fesses toute la journée, aussi bien qu'elles soient genre bien foutues. Quand on en parle, non, je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais souvent, quand on joue un personnage féminin, ou peut-être avant, on voyait bien tout son corps, mais ses fesses aussi. Alors que pour un personnage masculin, c'est toujours atténué. Pourtant, mettons dans une vue à la troisième personne, je devrais autant voir le personnage féminin que le personnage masculin. Mais il y a toujours des petites stratégies qui font en sorte que le personnage féminin, on voit toujours un peu plus ses attraits. D'ailleurs, Mercy, dans certaines skins dans Overwatch, on peut voir ses fesses. Mais tu vois pas les fesses de d'autres monsieur dans Overwatch. Ou de d'autres madames. Oui, c'est vraiment ridicule. Puis il y a des jeux qui ont trouvé des façons de justifier ça. De façon tellement loufoque. C'est dans... Metal Gear Solid? Exactement. J'ai oublié le nom du personnage. Quiet. Mais en fait, la justification que le jeu donne, c'est qu'elle respire par la peau. C'est ça, exactement. Donc, elle ne peut pas porter de vêtements, ça va couper sa respiration. Oui, puis c'est pour ça qu'il faut qu'elle danse sous la pluie. Voilà. Avec une belle cinématique, il dit « Regarde à quel point je m'amuse sous la pluie. Tu devrais t'amuser aussi sous la pluie. Ha ha! » Ouais, c'est ça. Il y a des justifications vraiment ridicules de comment on met les personnages féminins vraiment pour attirer le regard des joueurs masculins. Voilà. On peut quand même... En fait, je me pose la question parce que même si c'est hyper sexualisé parfois encore aujourd'hui, tu sais, si on prend le concept Bayonetta qui se veut une ridiculisation, puis on veut forcer ce stéréotype-là de la femme fatale, vraiment fabuleuse, à moitié tout nue, mais qui a un talon haut, puis qui fait des affaires extraordinaires. Puis je me dis, la première fois que je l'ai vu, ce jeu-là, j'avais encore un autre. Puis là, j'ai compris que c'était ça le but, ridiculiser la chose, puis vraiment mettre ça à 100% à la caisse. Donc, je ne sais plus où nécessairement me situer entre mais là, est-ce que c'est de la sexualisation, c'est de la libération? Bref, je pense qu'il y a encore ces questions-là à débattre, même dans la vie même pas dans les jeux vidéo, mais dans les jeux vidéo, ça se traduit difficilement, je trouve. Mais Bayonetta est un beau cas aussi parce que complexe puis ambivalent. Parce que d'une part, tu peux dire non, mais c'est un personnage qui est hyper sexualisé, qui est encore une fois offert aux joueurs pour son propre plaisir, dans l'objectivation. Mais tu peux faire une lecture aussi plus subversive de Bayonetta, puis le voir comme un personnage parodique, en fait, qui exprime des traits liés à la féminité, mais des traits tellement forts, tellement exagérés, en fait, qu'on se rapproche la parodie? Oui, le concept que Butler, met en place au niveau des drag queens, que ça met en place des traits tellement exagérés que ça vient critiquer ces normes-là. Sociétales. Mais après, on peut se demander, est-ce que c'est vraiment reçu de cette façon-là? Est-ce que c'est assez exagéré au point où on comprend que c'est une critique? Puis là, je vais prendre, comme on parle de parodie, je peux prendre comme exemple, disons, Le cœur a ses raisons. Bien sûr. Qui, dans le fond, c'est aussi le sujet de thèse de ma directrice. Oui. Fanny Jolien. Fait que je connais un petit peu. Qui... eux présentent des traits tellement exagérés que tu le sais que c'est une critique, tu le sais que c'est une parodie. Mais par contre, Bayonetta, on peut se demander à quel point c'est... Parce que le but de la parodie, dans l'exagération, qui est une des techniques mises en place dans la parodie, c'est de rendre ces traits-là qui ne soient plus attrayants, en fait. Ouais, c'est ça. Mais dans Bayonetta, est-ce que c'est vraiment le cas? Ça s'y méprendre, je crois, parce que ça imite quand même beaucoup de choses mises en place dans les jeux. Il y a vraiment des moments où... Bayonetta s'adresse directement aux joueurs par la caméra, ou elle fait comprendre, mais toujours par l'humour. Donc, est-ce que c'est vraiment une critique ou ce n'est pas?
Je pense pas qu'il y ait de réponse vraiment à cette question. Mais ça va dépendre aussi de la réception qu'on fait le joueur. Mais tu vois, en restant encore dans l'humour, dans le dernier Zelda Breath of the Wild, il y a Link, évidemment, le personnage principal, et tu peux trouver différentes sources où est-ce qu'il y a des fées. Mais les fées, dans le temps du temps de Zelda, étaient super sexualisées. Et là, je trouvais qu'ils ont fait un bel ajout, notamment que là, ça ressemblait pas du tout autant la mise en place, le physique, tout ça. J'étais comme, wow, ils ont vraiment essayé de varier ça, même si ça reste, elle pourrait pas porter de vêtements. Et je crois qu'ils ont voulu aussi agir dans cette façon d'humour-là, parce qu'à chaque fois que tu peux ensorceler tes vêtements, le premier niveau, c'est un bisou envolé, le deuxième, c'est un gros câlin, la troisième, ça devient genre, je te donne un câlin sous l'eau parce que c'est une source, puis là, on dirait quasiment que tu t'es fait essouffler, genre, parce qu'il y a eu des ébats quelconques. Donc oui, de plus en plus, ça devient de plus, genre, clairement, il y a quelque chose de sexuel qui se passe. Mais je me dis, c'est tellement hilarant, c'est tellement drôle que je le vois, ce côté-là, comme tu dis, là, l'exagération. Ils ont jamais fait ça de leur vie Nintendo par rapport à la fée. Puis là, c'est rendu genre un point tellement ridicule. Puis moi, je l'ai ri. J'étais comme, oh my God, qu'est-ce qui se passe? Puis tu le vois dans les traits, dans son physique, puis dans son maquillage. Mais ça a été hyper critiqué, ça. Ça, là, je l'ai vu partout après. Fait que je suis comme, oui, mais c'est voulu être drôle. Donc, je sais plus. Je pense que c'est là qu'on sait plus où se tenir, genre, entre ouais, mais c'est une blague. Mais là, est-ce que c'est vraiment voulu une blague au départ? Est-ce que le Nintendo a riposté? Nanana? Je pense que puis je pense qu'il n'y a pas vraiment de réponse non plus, mais là, c'est à savoir si l'humour se veut une critique ou une façon de renforcer cette hypersexualisation-là. C'est là que c'est pas clair. C'est flou, puis on sait pas trop. Ouais, c'est pas clair non plus venant de la compagnie non plus. C'est pas dit d'avance. C'est pas parce que tu le présentes de façon humoristique que ça renforce pas, mettons, le sexisme dans ton Exactement. jeu. L'humour n'est pas une arme. C'est pas parce que tu dis, ben c'est de l'humour, puis on va ça avec humour, ou que c'est une blague, que c'est pas stéréotypé, c'est pas sexiste. Exact. Je pense que l'humour peut vraiment être une façon de critiquer, mais je pense qu'il faut que ça soit fait d'une certaine manière. Puis enfin, bref. Ouais, avec élégance, quoi. Ouais, sinon, voulais-tu rajouter quelque chose par rapport à la représentation avant de passer au prochain point? Parce que là, aujourd'hui, il y a aussi, j'ai vu le phénomène un peu, ouais, c'est une fille, mais c'est un peu une coquille vide, un peu comme le principe de Life is Strange, par exemple. Moi, j'ai adoré, d'ailleurs, Life is Strange. J'ai adoré les personnages dedans. Moi, je me suis... ça a été parmi mes top 5 jeux préférés de ma vie. Et même les personnages là-dedans, je m'y collais bien. Mais ça reste quand même que le personnage principal, qui est Max, c'est une grosse coquille vide. Et je trouvais que, même si moi, j'ai été capable d'y mettre des traits très particuliers dans sa personnalité, ça reste quand même un personnage qui est ouvert, que les gens peuvent facilement s'y affilier et tout ça. Et je sais pas s'il y a eu d'autres cas comme ça dans les jeux où est-ce que, ouais, c'est une fille, mais ça aurait pu être n'importe qui à la limite. Là. Donc, de la représentation. Oui, c'est une femme, on a mis une femme dans notre jeu, mais ouais, finalement, je sais pas. Je sais pas, puis Life is Strange, je trouve qu'avec le Chloé, là, l'histoire de Chloé puis de Rachel, ouais. Oui, mais même avant, ils ont fait un petit truc aussi. Ouais, c'est le prequel du prequel. Ouais. Où t'as Max puis Chloé quand ils sont jeunes. Je trouve qu'on comprend très bien la relation entre les deux. Où je trouve qu'il y a beaucoup plus, comme ça vient encore plus complexifier les personnages. Ouais. Mais en ce moment, que Life is Strange, on incarne Max qui est le personnage principal. Ouais. Mais le personnage le plus intéressant, c'est Chloé. Ouais. Parce qu'on découvre un peu son histoire. C'est par rapport à elle. Ouais. Donc, je pense que Max, c'est plus comme un vaisseau dans lequel le joueur se promène dans le jeu. Et plus comme un outil, en fait, où le joueur découvre le monde du jeu. Ouais. Et je pense que le but, c'est vraiment de découvrir qui est Chloé, puis mais je trouve même que par la complexité de leur relation, parce que c'était des amis, ils sont perdus, puis là, ils se retrouvent. Ouais, c'est vrai. Ouais. Je trouve que ça donne quand même quelque chose à Chloé. Mais à Chloé, à Max, oui. Oui, mais c'est sûr que c'est peut-être pas le personnage qui est le plus développé dans les jeux. Peu importe le jeu, tu pourrais toujours remplacer le personnage par un autre personnage. Ouais, c'est ça. Mais après, t'as des jeux qui veulent faire des backstories très poussées, très complexes sur le personnage, d'autres qui voient moins, tu sais, mettre moins l'importance sur la construction du personnage. Après, ça dépend toujours quel genre de jeu on préfère, rendu là, je pense. Mais je pense que ça sera jamais négatif de voir plus de femmes. Ouais, définitivement. Mais puis tant mieux si
on en met de plus en plus avec des représentations diversifiées qui se restreignent pas toujours aux mêmes clichés ou stéréotypes. Et voilà, ouais. Parce que rendu là, je veux dire, ça va être le même problème pour les personnages masculins. Si tu fais toujours le même cliché des personnages masculins, ben à un moment donné, t'as joué à un jeu, tu as tout joué. T'as joué, ouais. Donc, rendu là, il est où le plaisir, j'ai envie de dire. Donc voilà, depuis tantôt, je parle de femmes et tout, puis on s'entend que le problème des représentations, c'est pas juste au niveau des femmes, c'est au niveau aussi racial. Oui, définitivement. On s'entend que quand je parle de la majorité des personnages, c'est hommes blancs. Puis, hétéro. Oui. Souvent, quand des femmes sont présentées, ça va être des femmes blanches. Toujours hétérosexuelles aussi. Parce qu'il faut que ça matche avec les gars. Exactement. Puis, donc, si on rentre dans l'intersection de, comme disons, femmes issues de diversité, soit raciale ou peu importe son orientation sexuelle. C'est trop compliqué. On est pas rendu là. Non. Ça s'en vient, là, je veux dire, je pense de plus en plus. Ouais, on le voit. Fort, là, mais ça reste que c'est très... je pense que même assez quand on présente des ethnicités différentes, elles aussi là, sont prises avec des stéréotypes. Comme je lisais un article qui... Quand tu présentes, je sais pas, des personnages latinos ou asiatiques, c'est toujours comme mafia ou genre gangster. Non, c'est ça. Ouais. C'est jamais autre chose. Ouais. Évidemment, le héros, c'est un homme blanc. Mais oui. Bon, je propose d'approfondir, en fait, ces réflections-là avec les commentaires dans notre prochain point. Je pense que ça va alimenter beaucoup. Définitivement. C'est ça. Donc, pour mettre en contexte pour le deuxième point, où est-ce qu'on est rendu présentement, j'ai fait un petit sondage maison sur un groupe sur Facebook, où est-ce qu'il y avait une grande majorité de personnes, joueurs et joueuses. Et en fait, c'était juste des joueurs et des joueuses, mais majoritairement des hommes qui étaient dans ce groupe-là. Et moi, je voulais vraiment avoir l'avis de personnes qui ne sont pas académiciens, académiciennes, qui ne sont pas nécessairement informés de ça, qui sont juste des consommateurs qui vont pas nécessairement se poser les questions en jouant. Et moi, je m'attendais à avoir 1 million de trolls. Étonnamment, non. Mais beaucoup d'hommes, peu de femmes m'ont répondu, malheureusement. Et je me suis dit, ça serait vraiment intéressant qu'on les lise, puis qu'on dise, c'est vrai, ou faudrait peut-être démentir ça, ou informer plus, en fait. De se dire, comme dans notre bulle, surtout académienne, étant toutes les deux des étudiantes à l'UQAM, on est dans une bulle où on est, oui, on est féministe, on est engagé, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Non, c'est vrai. Donc, je me dis, ça serait le fun de plonger là-dedans. Oui. Super. Donc, évidemment, je tais le nom de tous. J'aurais pas demandé, j'ai pas une certification éthique pour ça. Donc, c'est ça, un des premiers commentaires. Je peux les lire, puis je te dis si j'ai des réponses ou des frustrations. Ça risque d'arriver, je te le dire. C'est bon, vous êtes avertis. Donc, le premier, il dit, c'est un homme qui dit, il y a un léger manque du côté des personnages féminins, mais sinon, ça a quand même du bon sens, je trouve. Et la représentation des femmes, ça dépend du point de vue et des circonstances du jeu lui-même. En lui-même, j'imagine qu'il voulait dire. Ben déjà, il a soulevé le point que j'ai mentionné au début en disant qu'il y avait déjà peu de femmes. Je pense que ça tend vraiment à changer. Là. On peut nommer plusieurs jeux qui mettent en avant-plan un personnage féminin comme personnage principal. Après, c'est sûr que des fois, ces personnages-là sont hyper sexualisés. Puis je pense que cette hyper-sexualisation-là, des fois, vient un peu pour... aguicher? Non, mais oui, nécessairement pour attirer les joueurs, mais aussi ça vient un peu... ça vient donner une justification à la présence des femmes. C'est comme, OK, il y a une femme comme personnage principal, mais en même temps, c'est genre du eye candy. Ouais, c'est ça. Donc, soyez pas inquiets, tu sais, c'est juste, genre, c'est vraiment du gros eye candy. Puis en fait, genre, la place des hommes est quand même assurée. Là. Les hommes restent majoritaires dans les jeux vidéo. Puis ils sont là, ils sont forts, ils sont genre virils, puis puissants, puis imposants. Elle, c'est du eye candy. Je pense que ça vient un peu dans cette façon de protéger l'identité masculine qui est formée à travers les normes de la société aussi. Ouais. Dès qu'on s'en fait. Ouais. Puis après... Il disait que ça va dépendre, mais que ça a du bon sens. Bon. Mais je pense que si on prend les jeux des dernières années, je pense que oui, de plus en plus. Ouais. Est-ce que ça fait du bon sens? On s'en va vers le bon sens. C'est ça. Après, je pense qu'il y a toujours on peut toujours identifier des problématiques. Je pense dans Mirror's Edge, Faith,
qui est un très beau personnage, qui est pas hyper sexualisé. En plus, c'est une vue à la première personne. Donc, des fois, je pense que t'alternes des fois, là, mais c'est très rare. C'est surtout à la première personne, donc tu la vois pas. Donc, elle, c'est vraiment pas... T'as regardé un personnage féminin, mais pas pour apprécier son corps. Donc ça, c'est super intéressant. Il y a Portal aussi. Oui, c'est vrai. Qui est un personnage féminin principal, puis c'est la première personne, donc tu vois pas son corps, sauf quand tu vas dans un miroir. Ou dans le Portal, ouais. Exact, là. Donc, ça aussi, c'est full intéressant, parce que là, c'est vraiment... On incarne un personnage féminin, mais pas pour observer son corps, vraiment pour l'incarner. Après, il y a des jeux aussi à la troisième personne qui ont des représentations qui sont pas non plus hyper sexualisées, mettons dans Horizon Zero Dawn. Je veux dire, c'est une viking. Ouais. Elle est habillée en viking. Je veux dire, elle a des fourrures, elle est couverte, on voit pas tant son corps non plus. Dans Forerunner, les femmes... la différence est presque imperceptible entre les personnages masculins et féminins. Là. Finalement, c'était peut-être juste... on donne l'option, mais en fait, finalement... Mais c'est ça. Mais, tu sais, donc ça non plus, c'est pas... je trouve que, ça donne... En tout cas, moi, j'ai joué un peu, puis je me dis, je choisis toujours le personnage féminin. Puis je me dis, écoute, j'incarne une badass qui, pour une fois, est pas en mini-shirt puis en chandail bédaine. Au moins, oui, c'est vrai, donc, effectivement. J'apprécie ça. Je pense qu'on peut trouver quand même des exemples qui ont des représentations assez quand même le fun, qui sont pas hyper sexualisées ou qui sont pas faites non plus pour nécessairement juste aguicher ou vraiment genre poser comme objet du regard. Ouais, ok. Donc je pense qu'en ce sens-là, il y a quand même raison. Après, pour tout ça, il y a beaucoup d'exemples qui font comme ouais, des contre-exemples à ça, ouais, c'est ça. Exactement. Je pense que l'industrie a peut-être commencé à comprendre, ouais. Qui essaie de faire des... Puis, tu sais, j'avais dit, c'est pas pour satisfaire les féministes qui sont là, hey, on veut des représentations, ou pour les groupes minoritaires, même, tu sais, la communauté LGBTQ, ou, tu sais, des ethnicités différentes, genre des Afro-Américains, Asiatiques. Je pense que la diversification rend juste plus intéressant les jeux. Définitivement. Parce qu'ils sont plus complexes, plus poussés, plus développés, plus pensés. Donc, je pense qu'en tant que joueur, on a juste plus de plaisir. Mais après, ça dépend ce que tu cherches. Est-ce que tu veux une trame narrative forte? Est-ce que tu veux une backstory forte? Est-ce que tu veux un bâton royal? Tu veux juste pour le gameplay? Ça se peut aussi. Si tu joues juste pour le gameplay, que l'histoire, ça ne t'intéresse pas, puis que toi, un personnage qui est complexe, tu t'en fous. Ça se peut aussi. Mais je pense que quand on y va dans des jeux qui offrent des trames narratives plus élaborées, que si les personnages deviennent plus diversifiés, c'est juste, en bout de ligne, c'est juste plus intéressant, plus fun à jouer, à mon avis. Ben, je pense aussi, définitivement. Bon, ben, c'est parfait, on va passer à la suivante. Là, il y a un autre gars qui dit « Je les trouve sexualisés beaucoup. » Pas dans tous les jeux, un peu ce que l'autre dit, mais dans beaucoup. Il dit Syndicate, certains jeux, chinois animés, GTA, même Juiced. Je sais pas c'est quoi Juiced. Notez qu'il n'y a que des femmes en petite culotte ou en maillot sur des prints à mettre sur les véhicules. Aucun homme torse nu avec le paquet bien voyant dans le boxer pour ceux qui le désirent. C'est vrai, ça? Mais tu sais, ça fait un peu écho, justement, comme je disais, la femme comme décoration. Ouais. Comme on met une femme dans un jeu, mais elle sert à rien, elle est juste là pour faire joli. Puis tu sais, on parle des jeux vidéo, mais au cinéma pendant longtemps aussi, là, les femmes étaient là comme personnages secondaires, puis juste elle attendait elle aussi d'être secourue par le héros masculin, ou était juste là pour booster genre le héros, tu sais, le mettre encore plus en avant, puis le mettre encore plus en valeur. Donc je pense que c'est une problématique, tu sais, dans les médias qui a été présente très longtemps, puis là ça tend à changer. C'est vrai qu'il y a beaucoup de... On va mettre l'emphase sur il est musclé, il est fort, il a des abdos comme il n'y en aura jamais sur un vrai homme. Oui, je veux dire, on s'entend là, les personnages masculins sont tout autant stéréotypés que les personnages féminins. Le problème, c'est que les personnages masculins ne le sont pas de la même façon. Ils sont, oui, c'est sûr que ça impose des normes de masculinité qui sont construites par la société, d'accord? Mais ces personnages masculins-là incarnent justement un modèle de virilité. Puis sont justement, c'est des modèles... Ben, ça aussi, c'est problématique dans le sens où ça véhicule des idéaux qui sont faux, ou en tout cas inatteignables. Puis c'est le même problème pour les personnages féminins, sauf que le problème en plus avec les personnages féminins, c'est qu'elles sont vraiment posées comme objet du regard. Elles sont là pour faire plaisir au joueur qui est considéré être un homme hétérosexuel. Là, il y a vraiment un autre pan du problème. Parce que oui,
évidemment, les personnages masculins comme féminins projettent des idéaux inatteignables. On s'entend. En même temps, c'est sûr que c'est des fictions aussi. On veut pas non plus une représentation qui est de la réalité. On veut s'échapper des fois de la réalité. On veut quelque chose d'un peu différent. On veut pas genre voir non plus genre monsieur, madame, tout le monde qui va genre travailler dans son bureau. Non, c'est ça. C'est pas vraiment ça qui m'intéresse. Non, définitivement pas. C'est pas aussi excitant. Je pense que le problème, c'est vraiment quand les personnages féminins sont présentés vraiment comme du eye candy en fait. Ils sont là pour vraiment faire plaisir à un joueur qui est considéré un homme hétérosexuel. Définitivement. Bon, passons au prochain commentaire. Et là, c'est mon troll qui s'en vient. Là, j'ai... C'est là que je Ouais, là, attends. Là, je pense que j'ai une... Seigneur. J'ai une trollée de choses. Parce que là, il a écrit un commentaire, mais après, les autres commentaires que je vais te lire, c'est en réponse à d'autres personnes qui ont écrit. Donc là, je me suis dit, je vais tout te le lire d'une shot. On se prépare. Là, on s'entend, tout le monde, c'est un troll. Donc, je sais pas s'il pense vraiment ce qu'il dit, mais ça représente quand même certains trucs qu'on voit quand même à l'intérieur de jeux vidéo. Donc, qu'il pense ou pas, ça reflète quand même une réalité. Ouais, définitivement. Donc, attention tout le monde. On va essayer de déconstruire ça. Ouais, gardons ça la tête haute, là. Objectivement. Donc, moi et ma copine, on joue toujours ensemble ou pas mal toujours en général. Elle aime avoir un personnage bien fait, faut pas se voiler la face. Les jeux où il y a une petite grosse lettre, ça existe-tu? Là, il dit en réponse, WTF, il y a jamais trop de seins qui rebondissent, voyons donc, ha ha ha. En réponse à un autre commentaire, qui était de notre collègue à l'UQAM, qui lui a répondu. Et là, il répond à notre collègue qui dit reste que je gère une communauté de près de 400 joueurs et joueuses adultes, nom de notre collègue, et on a une douzaine de femmes. Le gros des gamers sont des hommes, et ça va être encore comme ça pour longtemps. Quand ils vendent la pochette de WoW, Arc ou tout autre jeu, tu verras jamais la petite grosse lettre que tu pourras créer. Il y a vraiment quelque chose sur les grosses, lui. Lui-même est gros. C'est ça. Donc, encore dans le même... commentaire, il dit sérieusement, il y a de plus en plus de femmes qui jouent aux jeux vidéo, mais ça reste quand même une majorité d'hommes. Et un homme, c'est primate. Il y a qu'à voir. Il se dénigre lui-même. Donc, un gars. J'aimerais avoir la vie d'autres hommes s'ils pensent vraiment ça. Donc, ouais, non, définitivement, ça serait... Je suis désolée, là, mais je veux dire, j'en côtoie beaucoup, puis c'est pas tous des primates qui commencent à virer fou quand ils voient une belle fille. Ça t'a pris jusqu'à primate pour tenir, quand même. Non, mais j'ai beaucoup de choses à dire sur ces commentaires. Ouais. Là, moi, ça, je trouve... Ça, c'est quelque chose. Donc, là, il dit, un gars, c'est primate. Il y a qu'à voir mon commentaire d'en haut. Donc, les jeux veulent attirer le plus de gamers possible. Le contenu est super important. Tant que le gars la jette après, le reste, c'est de l'extra. Là, un autre commentaire et le dernier. Je crois que tout le monde trouve ça écœurant devant les autres, mais sont bien contents d'avoir des personnages intéressants à regarder pour X ou Y raison. C'est pas juste important, c'est du virtuel. OK. Ils m'ont dit beaucoup de choses. Probablement, j'ai le goût de dire, regardons des statistiques. Exact. Qui démontrent qu'il y a autant de joueurs que de joueuses. Comme genre 49-51%. Vraiment, là, c'est presque... On est rendu presque à une parité. Exact. Puis je pense sincèrement que, je veux dire, des femmes qui jouent à des jeux, je veux dire hardcore, mais je veux même pas dire ça, j'haïs ça, la distinction casual hardcore, mais des jeux considérés hardcore, comme des jeux d'aventure, des jeux d'action, des jeux genre des MMO, tout ça, il y en a. Il dit qu'il gère une communauté de... Quelques centaines, là. Ouais. Puis qu'il y a comme 12 femmes. Mais comment il sait? Ben, j'imagine qu'il voit les comptes puis qu'il voit les stats de tout ça, mais en même temps... tu peux mentir. Mais en même temps, je veux dire, c'est pas un ratio très représentatoire, tu sais. Je veux dire, si t'attires pas de femmes à venir dans ta communauté, ça fait en sorte que... Non, puis j'ai le goût de dire, je veux dire, les femmes en jeux vidéo, elles sont souvent ciblées puis victimes de harcèlement. Mais oui. Les joueuses. Donc, je pense qu'elles ont mis sur pied des stratégies, notamment cacher leur identité. Et voilà. Pour justement que les autres joueurs ne sachent pas qu'elles sont des femmes et qu'elles ne soient pas victimes de harcèlement. Donc ça, j'ai le goût de dire, ben, à moins que tu amènes des preuves réelles, je pense que tu as vraiment plus de joueuses, mais tu le sais pas parce qu'elles se cachent. Puis elles sont passées pour des hommes probablement, ce qui est triste, je tiens par ailleurs. Mais je pense qu'il y a probablement beaucoup plus de joueuses qui pensent dans sa communauté. Enfin, on le souhaite. Après,
Est-ce que les jeux sont créés pour attirer un public masculin? Oui, c'est vrai, je l'ai dit. Je pense par contre que l'industrie change, puis essaie d'avoir un public plus large, puis de faire des jeux qui pourraient plaire à tous. Mais c'est vrai que pendant longtemps, puis probablement encore avec certains jeux, on essaie d'attirer le joueur avec des personnages féminins attrayants, sexy, tout ça. Ouais. Puis j'ai le goût de dire, je pense aussi qu'il a raison quand il dit que déjà, que ce soit homme, femme, peu importe, c'est rare qu'on voit des personnages laids. Ouais. Je pense que c'est probablement plus présent chez les hommes que chez les femmes. Ouais. Je pense que les personnages féminins, même quand ils sont supposés être monstrueux, les femmes restent, même dans leur monstruosité, attirantes ou sexy un peu. Ouais, la seule fois où j'ai vu un monstre féminin ou une grosse madame féminin, c'est dans le dernier jeu de South Park. Okay. Où est-ce que t'es une prostituée, mais une grosse, là, grosse... Ben, tu joues pas la personne, évidemment, mais ça, c'est le boss. C'est le boss il faut que tu battes le boss pour pas te... Ouais, évidemment, c'est vraiment drôle, là. Oui. Ça fait partie des... Mais parce que je sais que souvent, c'est les femmes qui sont des monstres, qui représentent des monstres, mais elles ont quand même une identité féminine. Mm-hmm. Souvent, elles demeurent quand même un peu sexualisées. Mettons, des fois, des démons, femmes. Ouais, des succubes ou... elles devraient être tout sauf attirantes. Ouais. Mais elles le sont quand même. On les montre avec un corps... Tu sais, normalement, c'est un monstre, c'est un démon. Pourquoi elle a un corps humain? Déjà, on comprend Déjà pas. là, tu sais. Mais OK, elle a un corps humain. Et en plus, ce corps-là, il correspond à des idéaux de beauté, donc mince, avec des courbes très marquées, une poitrine voluptueuse et tout. Ouais. Je pense que c'est vrai qu'on fait des personnages qui sont attirants, attrayants. Ça, c'est vrai. Puis je pense que c'est autant de personnages masculins et féminins. Donc, c'est vrai que... Je pense qu'il y a certains auteurs qui mentionnent aussi le fait que c'est plus facile de s'identifier à un personnage qui est considéré beau. Ouais. Mais encore là, c'est que souvent, ce qui est considéré beau dans les jeux, correspond aux normes de beauté établies par la société. Mais est-ce que c'est vraiment ça, la beauté? Ouais, à se questionner, définitivement. Moi, je tiens juste à dire qu'il a dit le mot c'est pas vraiment important, c'est du virtuel. Ben, premièrement, on le sait tous, c'est pas du virtuel, c'est du numérique. On s'est fait dompter assez rapidement à la maîtrise. Exactement. Et c'est très important, le numérique, parce que c'est un prolongement, en quelque sorte, de notre réalité, mais sur une plateforme numérique. Oui, mais ça a des impacts. Ça a des impacts. Oui. Autant que la télé ou le cinéma a des impacts aussi. Exactement, puis... C'est pas parce que c'est numérique, que c'est créé par ordinateur, que ça n'a pas d'impact. Mais après... Mais il faut pas oublier, les hommes sont des primates. Mais oui, les hommes sont des primates. Donc, je vais dire ça à mon mémoire. En dédicace. Bien sûr, au début du livre, à tous les primates, ne soyez pas. Mais pour vrai, tu sais, je sais pas, on va entrer dans un sujet un peu à côté, mais je veux dire, l'homme comme la femme, ce sont des êtres humains qui ont des hormones, des pulsions liées à ces hormones-là. Les hommes ont pas plus de pulsions que les femmes, c'est juste que c'est beaucoup plus accepté et beaucoup moins tabou. Donc on en parle plus. Et voilà. Mais bon, c'est un autre sujet. Qu'est-ce qu'on en déduit? Un autre jour. C'est juste que, je veux dire, l'argument, les hommes ont des pulsions, les hommes sont des primates. Bon. Non. On va arrêter ça, là, ouais, c'est ça. Ça fonctionne pas. Next. Bon, un autre qui m'écrit, un autre homme. Personnellement, j'aime bien la diversité. Car si je game à un jeu où j'ai le choix du sexe du personnage, je vais choisir un homme, ma blonde optera pour une femme. Ensuite, pour la représentation, je crois que ça dépend du développeur qui envoie une certaine image du personnage en fonction de l'histoire ou de la clientèle visible. Je prends en exemple les mangas japonais où les corps des femmes sont toujours disproportionnés et dans certains jeux, exemple The Last of Us, où les personnages sont bien faits et plus réalistes. Je suis restée accrochée au début de la phrase. Qui aime bien la diversité. Que lui, il joue des personnages masculins, puis sa blonde des personnages féminins. Ben, je pense que ce qu'il veut dire, c'est qu'il apprécie que le développeur fait l'effort et que lui, il apprécie aussi de pouvoir justement jouer avec sa blonde, qu'un peut prendre le sexe masculin puis l'autre féminin. Ben, sa blonde peut se prendre le féminin.
Donc, ouais, effectivement, on reste dans une binarité très... Ouais, j'ai bien de la misère à comprendre, mais c'est correct, on va pas... Non, mais c'est ça, mais c'est quand même se dire que la diversité, peut-être pour certains encore, de ce que je comprends du moins, parce que c'est le fun qu'ils disent qu'ils aiment ça, la diversité, on le prend, ça, mais que de voir effectivement que ça se réduit juste encore au choix du sexe, ou du moins, c'est comme ça que je le perçois par sa phrase. C'est ça, c'est pas ça la diversité. C'est ça. Ça reste qu'on le voit encore de manière binaire, puis que je pense que malheureusement, c'est pas le seul encore. Mais chapeau pour dire qu'il y a des Last of Us, par exemple, qui est cool et réaliste. C'est vrai. Yeah. Mais il dit qu'il aime ça, mais après, il va pas jouer des personnages... Il va jouer que des personnages masculins, en tout cas. Ben, je pense qu'il apprécie, mais il va pas nécessairement choisir. Ce qui est correct, là, mais ouais. Mais je comprends ton ambiguïté aussi là-dessus. Ouais. Mais c'est juste que j'ai l'impression que... Je sais pas si, parce que nous, en tant que femmes joueuses, on s'est plus habitués. Mais moi, j'ai joué un homme comme j'ai joué une femme. Ça me dérangera pas. Je vais pouvoir alterner. Je peux prendre des jeux qui me... Je vais pas me restreindre aux jeux qui présentent que des femmes. Tu sais, je joue à tout. C'est sûr que si j'ai le choix, je joue une femme. Là. Si j'ai le choix, je vais y aller pour la minorité. C'est ça. À chaque fois. Mais je sais pas, j'ai l'impression que la diversité aussi passe par les joueurs. Comme, moi, j'aime ça entendre des hommes qui me disent « Ouais, mais moi, genre, quand j'ai le choix, je joue toujours une femme. » Mais juste comme... C'est le choix qu'ils font. La prochaine question, il y a eu le mot Tomb Raider dedans. J'ai dans ma phrase, j'avais marqué, j'ai un petit sondage maison qui pique ma curiosité. Et là, la personne, encore un homme, répond, ça fait pic-pic. Pour dire, ça fait dur. Je dirais, c'est drôle. 3 petits points. Je dirais, c'est pas mal du tout ou rien. Bien qu'il focus sur une femme en particulier, ou sinon, c'est 90% des gars, les persos principaux, et etc. Pour la variété, c'est pas fameux, mais la représentation, je dirais que c'est beaucoup que, v'là 10 ans, mettons. V'là 15 ans, il y avait quoi? Tomb Raider? LOL, who else? C'est beaucoup mieux qu'avant, mais ça pourrait être mieux, bien mieux. Mais exemple, Rainbow Six Siege, c'est top-notch. Pour ça, autant de représentation que de diversité, ça dépend. Effectivement, dans Rainbow Six Siege, il y a des femmes qui sont aussi... C'est un jeu de guerre un peu, là, où est-ce que les femmes sont bien représentées, à mon avis. Effectivement, c'est pas... ils vont pas être en bikini pendant qu'ils vont genre se faire tirer dessus. Il y a un balancement, mais c'est ça. Mais v'là 10 ans, v'là 15 ans, c'est vrai qu'il y avait juste Tomb Raider? Ben non, on a mentionné Metroid avec ses muscles. Ben c'est ça. C'était avant de tous les jeux de combat qui présentent des personnages féminins. Mortal Kombat, Tekken, Street Fighter avec Chun-Li, Dead or Alive. Dead or Alive, c'est intéressant parce qu'ils ont commencé avec, j'essaie de me rappeler de mes proportions, c'est 4 personnages féminins en 96. 4 personnages féminins pour 7 personnages masculins dans le jeu. Et aujourd'hui, en fait, dans le 5, ils sont rendus avec plus de personnages féminins que de personnages masculins. Cool! Donc, c'est quand même nice. Après, c'est sûr que les représentations des personnages féminins sont terribles, mais il y a quand même plus de personnages féminins et les personnages féminins sont équivalents aux personnages masculins. Ils sont autant forts, si c'est plus, pour certains, que les personnages masculins. Donc, ça constitue pas un désavantage pour un joueur de prendre un personnage féminin dans Dead or Alive que de prendre un personnage masculin. Donc, non, je pense que tous les jeux de combat qu'on peut nommer Soul Calibur avec Ivy. Bon, elle aussi, c'est une représentation terrible. Mais c'est une femme qui était là. Il y a Dipsy dans Donkey Kong Country 2. Tu peux jouer Didi ou Dipsy. Puis Dipsy est genre 1000 fois mieux que Didi. Fait que, genre, tu la prends tout le temps. Genre, c'est elle que tu veux. Après, est-ce que oui, c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a plus de choix au niveau des personnages féminins. Mais il y en avait encore avant. Puis je pense que Lara Croft, c'est peut-être la plus connue. La figure féminine dans les jeux la plus répandue. Une des plus populaires aussi, ou en tout cas vraiment la plus connue. Ouais, définitivement. La plus marquante aussi. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on la nomme souvent. Mais non, il y en a toujours eu. Puis il y en aura toujours. Elles avaient tendance à être invisibilisées. C'est juste ça le truc. Mais oui. Es-tu prête pour la prochaine? C'était moins pire, là. C'est dans le moins pire, là, je trouve. OK, un autre homme. En général, on se trouve dans des extrêmes.
je trouve. Soit les personnages féminins sont hyper sexualisés, soit ils sont exagérés, moches et appuyés surtout sur l'obésité. J'ai rarement vu des personnages féminins normaux, habituels. Que ce soit premier ou de second rôle. Le seul contre-exemple que j'ai, c'est Jade dans Beyond Good and Evil. Dans la diversité, Apex Legends était bien parti jusqu'à ce qu'ils se sentent obligés de préciser l'orientation sexuelle de leur personnage just for the sake of it. C'était gratuit et inutile et surtout contre-productif. Mais déjà, il dit au début que c'est soit t'as un personnage super attirant, soit super laid. Ouais. J'aurais bien aimé qu'il nous donne des exemples. Ouais, ça a été parce que moi, franchement, j'en ai. Non, ça, effectivement, il aurait fallu avoir des exemples. Probablement que ça existe. Mais puis là, moi, c'est sûr que moi, je m'entends surtout aux personnages principaux. Puisqu'après, les personnages secondaires ou les NPC, des fois. Non, c'est pas tant important des fois. Là. Ça dépend, là, mais moi, en général. Puis je pense que ça revient un peu à ce que je disais plus tôt, c'est que je pense que les concepteurs font des personnages qui restent toujours, que ce soit les personnages principaux ou secondaires, ils font toujours des personnages qui restent un peu, quand même, visuellement attirant, ou en tout cas attrayant, ça attire le regard. Mais après, je sais pas, probablement que ça existe, mais moi j'en ai pas qui viennent en tête. Donc ça va être intéressant d'avoir des exemples. Puis sinon, c'est quoi le reste? Il disait que l'orientation sexuelle, puis est-ce que c'est vraiment nécessaire? Ben, en fait, je pense que ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt, que ben, il y en a pas. On n'en parle pas vraiment. Or, je pense que c'est rajouter du lore, en fait, à l'histoire. Ben, ça dépend. Est-ce que ça a un impact sur l'histoire? Ben, tu sais, les orientations sexuelles, si je me fie à Overwatch, je pense qu'il y a une communauté qui est quand même basée beaucoup sur la fanfiction, puis qui crée beaucoup de contenu en parallèle avec le lore. Là, je pense que ça a un impact ou une importance. Oui, mais après, si tu le mentionnes pas, c'est ouvert à interprétation. Ouais. Je vais en reparler dans Lara Croft, mais Lara Croft, son orientation sexuelle n'est jamais mentionnée. C'est vrai. Puis dans le jeu, il n'y a aucune intrigue romantique dans tous les jeux. Donc, son orientation sexuelle était ouverte pour les joueurs à l'interprétation. Puis certains qui ont interprété ça comme être homosexuel et tout, mais bon, je pourrais en revenir. Mais c'est ça, donc je sais pas, je pense que moi, honnêtement, si ça peut porter le jeu en quelque part, ça serait super intéressant. Je pense, disons, à Life is Strange, où c'est pas nécessairement dit clairement, mais ça reste que je pense que le thème de l'orientation sexuelle, des romances homosexuelles et tout, est quand même sous-jacent dans le jeu. Mais après, le truc, quand c'est pas présenté clairement, c'est que ça reste au choix, à la discrétion du joueur, et ça fait en sorte qu'ils ne sont pas confrontés à cette réalité-là. Donc, est-ce que c'est bien? Pas nécessairement. Des fois, ça pourrait être intéressant de dire, ben, tel personnage, ok, est homosexuel, puis voilà, c'est ça, c'est sa vie, puis vous l'incarnez, puis vous n'avez pas le choix. En même temps, dans le Last of Us 2, c'est ça. Qui est on fait un DLC, puis oui, ça... on voit. Puis, donc, tu sais, je pense que ça fait partie de construire le personnage, de construire son identité, sa backstory, pour le développer davantage, le rendre plus complexe, puis plus intéressant. Définitivement. Là, j'en ai capté un, là, qui était intéressant. Vas-y. Encore un homme. Décidément. Les femmes, ça s'en vient. Quand tu prends des jeux comme, justement, Mortal Kombat ou Soul Calibur, les femmes sont exagérées. Mais quand tu prends des jeux comme Guild Wars, il y a une balance entre les types d'armure, les heavy armor cover, pas mal comme tous les hommes. Parce que c'est vrai qu'on s'entend que les armures, ça a été un problème longtemps, genre, oui, surtout pour les femmes. La logique des jeux vidéo qui faisait que quand t'es une femme combattante, t'es en bikini et ça va bien. Écoute, je sais pas. Moi, j'ai franchement un doute. Je pense plus que si je devais aller me combattre, j'aurais une tenue de sport ou, genre, dépendamment du contexte, une armure. Mais je pense que de plus en plus, ça se fait, là, que... Tu sais, je mentionnais Horizon Zero Dawn, où le personnage est couvert de son armure. Ça, c'est le problème. For Honor aussi, où les femmes sont en armure. Mais oui, je pense que que pour les jeux où les tenues fonctionnent pas du tout avec le contexte de jeu, il y en a qui fonctionnent. Mais encore là, il y a peut-être un débalancement, mais probablement de moins en moins. Moi aussi, je pense, contrairement à ce qui s'est déjà vu, là. Ouais, je pense que les jeux de combat restent quand même un type de jeu particulièrement favorable à l'hypersexualisation des personnages féminins. Et je dis ça, mais j'ai sorti Dead or Alive 5 pour l'option d'avoir les filles en bikini. T'as l'option d'avoir les gars en speedo.
c'est pas une solution. Non. Mais écoute, ça... On verra bien. je sais pas. Mais oui, non, c'est sûr que ça, c'est une problématique, en fait, quand je critique beaucoup les tenues des personnages féminins, c'est que souvent, en fait, au-delà de la tenue, c'est juste que c'est absolument pas approprié à l'action du jeu. Une fille en bikini qui combat, je m'excuse. Bon. Ben, exactement ça. Pour cet exemple-là, je peux te donner un autre exemple. Assassin's Creed Liberation, qui est en fait... moi, j'y ai joué sur 360, mais c'était sorti sur console portable avant. Ils l'ont édité pour la 360. Où, dans le fond, c'est le premier jeu Assassin's Creed où le joueur peut incarner une femme. C'est vrai. Le joueur incarne Aveline, qui est en plus une esclave. Que là, allô la diversité. Parce que là, c'est une femme. Son père est blanc, sa mère était noire. Donc. Yeah, pas tout à fait blanc ou pas tout à fait noir. Les deux, mais quand même. Puis je veux dire, c'est ça, était à l'époque de l'esclavagisme aux États-Unis. Elle est en Nouvelle-Orléans. Ouais. Donc, c'est super intéressant. Donc, c'est le premier personnage de la franchise Assassin's Creed féminin. Puis, elle est couverte, en fait. Elle est habillée comme ses homologues masculins dans Assassin's Creed. Elle a la tenue d'assain. Donc, on la voit pas du tout. Bon, après, par contre, elle peut changer de tenue, qui n'arrivait pas dans Assassin's Creed pour les hommes. Non, ouais. Mais elle peut s'habiller, pour passer inaperçue, elle peut s'habiller en esclave ou en tenue comme son père est comme un aristocrate, je sais pas trop, issu de la noblesse. Elle a une tenue qu'ils appellent une tenue de dame, c'est vraiment comme ça qu'ils l'appellent, où elle est en robe et là on voit bien son décolleté, puis ses courbes, et voilà. Mais bon, ça c'est un bémol. Mais sinon, en général, t'es toujours en tenue d'assassin. Là, elle a une armure, elle a la cape, donc l'emphase n'est pas du tout mise sur son corps. C'est super intéressant. Au moins. Je trouve que c'est un beau cas. Puis je pense qu'après, ils ont fait avec Assassin's Creed Syndicate aussi, où tu peux alterner entre un personnage homme-femme. C'était les jumeaux, Jacob et Ivy. Je sais plus. Qui n'a pas joué très longtemps. Je suis en retard dans oui, donc celle-là, je vais te lire, est un peu longue, mais après les derniers commentaires, c'est des femmes. Parce que je viens de lire les autres, puis c'est pas mal la même affaire qu'on a déjà lu. Bon, ça moi, c'est venu me chercher personnellement, plus que le troll, mettons. Une des raisons pourquoi il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes, faut que tu regardes plus loin que le casual gaming. La plupart des hommes sont beaucoup plus compétitifs que les femmes. La plupart des femmes jouent plus à des jeux casual gaming comme Zelda et des jeux comme ça. Les jeux compétitifs attirent beaucoup plus de gamers gars et que de gamers femmes. Puis encore là, je te parle pas du rank bronze, gold ou plate, je te parle des gros ranks. Les gars veulent compétitionner et se rendre à ces ranks-là. Oui, il y a des femmes qui aiment l'aspect compétitif du gaming, mais beaucoup moins que les hommes, et aussi, on connaît tous comment les femmes peuvent se faire traiter dans ces modes de compétition comme ça. OK, beaucoup de choses encore. J'ai commencé avec le casual gaming. Oui, c'est quoi compétitif versus le casual gaming? Tu sais, tantôt, je disais que j'avais une réticence à faire la distinction hardcore et casual game. Ça, c'est une des raisons. Normalement, ce qu'on entend par le hardcore gaming, c'est vraiment les jeux de type action, aventure, MMO, RPG, tout ça. Puis casual, c'est plus les jeux mobiles, entre autres, les jeux sociaux, les jeux qu'on peut facilement revenir dedans. Puis, exactement. Lui, par contre, pour lui, on dirait que la définition de casual, c'est pas tout à fait la même, parce qu'il met Zelda là-dedans. Le hardcore gaming venait aussi avec un investissement de temps. Ouais. Donc, souvent, les hardcore gamers, ils jouaient beaucoup. Versus les casuals jouaient peu, puis c'est pourquoi on a souvent mis les jeux mobiles, sociaux, Facebook, parce que c'est des petits jeux auxquels tu peux jouer pendant ton transport, quand t'as juste comme 5 minutes, donc voilà. Mais maintenant, je pense qu'il y a des casual gamers, genre des personnes qui jouent à des jeux sociaux, mobiles, Facebook, blablabla, de façon hardcore, qui mettent genre 30 heures semaine. Alors que t'as des hardcore gamers qui jouent à des gros jeux, comme mettons Dark Souls, mais qui ont pas de temps. Donc, ils mettent genre 1 à 5 heures semaine. Exact. Donc, et ces distinctions-là font en sorte qu'on peut plus vraiment, je pense, faire la scission entre hardcore puis casual game. Je pense que ça dépend de chaque personne. Puis lui, en plus, je trouve que quand il fait sa distinction, quand il parle de casual game, il dit, pour mettre un peu l'autre côté de la médaille, en fait, il compare le casual game au jeu compétitif. Ben là, c'est pas du tout la même chose si tu me parles de l'aspect compétitif des jeux puis de e-sport. Puis je trouve que, justement,
Moi, ce qui est venu me chercher, c'est, oui, mais Zelda, casual gaming, mais c'est pas tant ça, en fait, mais c'est surtout ces dernières phrases qui parlent des jeux compétitifs et que les femmes sont pas attirées vers ça. Oui, j'y arrive. Mais justement, c'est un discours et qu'il faut arrêter parce qu'après, il y a ce discours-là, puis après, il y a les femmes où est-ce qu'on fait justement des compétitions pour femmes ou qu'on offre des possibilités pour les femmes, puis encore là, on les diabolise en disant, mais là, pourquoi pour les femmes, nanana, ils ont juste à faire comme tout le monde, là. Voilà, c'est ça qui est venu personnellement me chercher. Oui, ben c'est ça. Ben, je trouve déjà que comparer le casual game puis les jeux compétitifs, pour moi, ça n'a pas lieu d'être. Non. Parce que quelqu'un qui se considère hardcore gamer pourrait ne pas être du tout intéressé par la scène compétitive en partant. Donc, si pour toi, le hardcore gaming, c'est du e-sport, OK, oui. Est-ce qu'il y a plus d'hommes? Probablement. Est-ce que c'est plus facile pour les hommes de se rendre là? Oui, parce que j'ai dit tantôt, les joueurs sont victimes de harcèlement. Imagine si elles sont sur un piédestal en plus, si elles sont comme mises de l'avant, puis parce qu'on le sait, là, le e-sport est de plus en plus populaire, c'est diffusé, c'est suivi par plusieurs personnes. Ben oui, c'est sûr qu'elles ont... Il y a tellement de freins à ce que vivent ces femmes-là pour arriver dans le e-sport. Je peux comprendre pourquoi il n'y en a pas tant que ça. Puis est-ce que les femmes s'intéressent moins au e-sport ou à la compétition dans les jeux vidéo? Non. Je ne crois pas. Il y a des équipes comme les Sailor Scouts. Exactement, j'allais en parler. Ben vas-y. Je te laisse. Donc, les Sailor Scouts qui sont l'équipe compétitive d'Overwatch. Ouais, semi-professionnelle, ouais. Exactement. Stéphanie Harvey, ils ont besoin d'en parler. Genre 5 fois championne du monde de Counter-Strike. Yes! Counter-Strike, attends. Jeu de tir, je pense, considéré éminemment masculin et elle est championne du monde. J'ai envie de faire comme bam. Mais, case close. non, mais tu sais, c'est sûr qu'il y en a probablement moins. Mais je pense parce que toutes les difficultés qui viennent avec aussi peuvent décourager les femmes de se lancer là-dedans. Je pense que la compétition, c'est un trait qui est fortement encouragé chez les garçons dès leur plus jeune âge. Et pas nécessairement chez les filles. Ça aussi, là, ça laisse une marque. Là. Je veux dire, quand toi, t'es habitué à dire non, la compétition, on est sur garçons, toi, tu vas faire du dessin ou tu vas discuter, tu vas jouer à la poupée, puis les garçons, tu les envoies jouer au soccer, au foot. C'est sûr que ça vient un peu moduler tes expériences par après. Mais dire que les femmes ne sont pas intéressées par la compétition, ben non. Tu fais quoi des professionnels sport, des femmes professionnelles en sport? Mais c'est la même chose, il y en a aussi. Comme là, on a nommé les Sailor Scouts et Stéphanie Harvey, mais il y en a d'autres. Il y a une championne du monde de StarCraft. Ouais. Je veux dire, c'est sûr que... Bon, moi, le e-sport, c'est pas ce que je connais le plus. Non. Ouais. Mais si on cherche, on trouve. Ouais, mais là, récemment, il y a eu le tournoi en Pologne, puis c'est des femmes qui ont gagné. D'ailleurs, c'est l'équipe de Stéphanie, là, justement. On est comme, yeah, ça existe. Voilà. Mais oui, c'est ça. Puis oui, bien sûr que le fait de créer des espaces... on crée des espaces pour les femmes pour qu'elles sentent... pour faire un peu des safe space, là, pour donner une tribune. Mais on s'entend que dans l'idéal, c'est qu'elles jouent avec les hommes. Parce que si on était dans la société égalitaire qu'on pense dans laquelle on est réellement, on n'aurait pas besoin de faire cette distinction-là. Malheureusement, on a besoin des femmes. Puis je pense que c'est bien de donner une tribune à des femmes qui font du e-sport, mais que des femmes. Pour que pour une fois, ce soit elles qui soient mises de l'avant. Ouais. En parlant de femmes, je vais te lire les seuls 2 commentaires de femmes. J'en ai pas eu, je pense que j'en ai eu 15-20 à peu près au plus. Là. Oui, mais c'est ça. Moi, je trouve ça plate. Mais j'ai trouvé ça intéressant. Puis ça revient un peu à ce qu'on a dit tantôt, puis tout ça. Là, mais je pense que je veux prendre le temps de les nommer pareil. Là. Oui. Donc, la première, elle dit c'est beaucoup d'héros hommes en général. Là, je sais comme... Est-ce qu'il y en a d'autres en général que tu as pu voir? Est-ce qu'il y a des femmes que toi t'ont inspiré? Et en réponse, elle m'a dit oui, Cassandra dans justement Assassin's Creed. Et là, j'ai pas eu plus de réponses de sa part. J'étais comme bon, ok, c'est pas grave, j'ai eu ça. Il y a une autre femme qui répond niveau diversité, ça manque de cheveux roses, mauves et de gothique. 3 petits points, mais c'est peut-être juste moi qui est bébé et qui veut un personnage qui ressemble, lol. Donc je pense que ce qu'elle voulait dire, c'était il manque de diversité dans les extrêmes, là, un peu plus de justement comme les cheveux roses, c'est assez criant comme diversité, mais c'est ce que je pense qu'elle voulait dire. Et j'y ai demandé aussi de me parler. En fait, non, elle a répondu à un autre commentaire, puis je l'ai pris, puis elle a dit des gros seins, ça bouge, et c'est pour ça qu'on croise les bras quand on descend les escaliers vite. Je dis ça de même. Il y en a des petits, il y en a des gros.
Et j'aime bien Overwatch parce que justement, ils font cet équilibre-là entre les deux. Genre, au niveau de la sexualisation. J'étais comme, oui. Mais elle monte un point et elle ose, tu sais, comme, moi, j'aurais jamais osé dire ça parce que moi, j'aurais pensé qu'on m'aurait lancé une pierre, mais j'apprécie qu'elle le dise comme, hey, pour vous, les hommes, c'est peut-être le fun de voir des gros seins, mais comme, c'est pas tant hot d'avoir des gros seins, là, ça peut faire mal au dos, puis... Et voilà, fait que j'étais comme, OK, mais c'est hot. Puis effectivement, un homme, que ben, ça existe des femmes qui ont pas de gros seins. Oui, mais c'est ça. Ouais. Mais je pense que c'est... En fait, le problème avec les représentations dans les jeux vidéo, puis autant des personnages masculins et féminins, puis le fait qu'il y ait peu de diversité sexuelle, puis peu de diversité raciale, c'est que ça présente des idéaux qui sont inatteignables et qui sont le reflet de normes de beauté dans la société. Mais ces normes-là, elles sont construites, c'est ce qu'il faut comprendre. Puis c'est ça. Donc, ces normes-là, donc, elles sont... On nous dicte un peu ce qu'on doit considérer beau. Puis, ben, les représentations dans les jeux vidéo, ça vient renforcer ça. Puis des fois, de même encore pire, parce que ça présente des idéaux qui sont inatteignables. Genre des corps musclés à outrance, des corps féminins, justement, où tu as, en fait, des proportions irréalistes. Genre une taille de guêpe, mais littéralement de guêpe. Ouais. Mais avec des courbes. T'es mince, mais t'as des courbes. Genre, t'as une taille très très fine, mais des hanches très marquées et une grosse poitrine. Ça existe pas tant que ça. Non, c'est ça. Dans la réalité. Mais je pense que c'est quand même le seul côté critique au niveau des corps, parce que là, les hommes le disent, oui, ils sont sexualisés, mais tu sais, quand on dit le mot sexualisé, c'est large, ça veut pas dire nécessairement grand-chose si tu l'expliques pas comment tu le perçois, parce que sexualisé, on peut le voir de différentes façons, mais c'est les seules femmes qui ont répondu, qui ont dit, voici comment elles le sont sexualisées. Et voici à quel point ça ne fait aucun sens, puis je pense que c'est sur ça qu'il va falloir un jour continuer à travailler. Oui. Je pense que, ben... Si je parle, ben non, pas si, parce qu'on va parler plus de Lara Croft tantôt, mais je pense que ça va bien illustrer, je pense, toutes ces problématiques-là, puis la complexité des représentations, puis entre la sexualisation, puis tout ça. Ben, veux-tu justement qu'on embarque dans ce point-là? Oui, on peut. Parfait. Bon, ben, j'ouvre le point Lara, parce que là, je veux dire, on peut pas amener Élodie ici, nous parler de représentation, puis qu'elle parle pas de Lara. Je veux dire, je pense que j'aurais manqué ma mission, j'aurais manqué le podcast. Là. Ben, je pense que c'est possible de ne pas parler de Lara Croft, mais ça reste que c'est un des meilleurs exemples. Ben, parce que, comme je l'ai mentionné tantôt, un des plus connus, puis un qui illustre vraiment bien l'hypersexualisation des personnages, mais aussi une certaine ambivalence parce que, oui, sexualisé, mais en même temps, c'est un personnage fort. Donc, entre les deux, c'est à savoir, comment on la considère? On la considère comme un modèle, comme une image négative, plein de questions. Donc oui, bon, Lara, ce que j'ai vraiment besoin de dire à quel point est hyper sexualisée, je pense pas. On peut penser à ses tenues. Par contre, tu sais, j'ai beaucoup parlé des tenues des personnages, puis comment ils étaient hyper sexualisés. Mais il y a des éléments de gameplay aussi qui favorisent cette érotisation-là. Les angles de caméra aussi. Puis là, je vais prendre Lara Croft comme exemple, mais je suis sûre que dans d'autres jeux aussi, ça existe. Donc, au niveau du gameplay, par exemple, dans certains jeux, Lara peut faire des figures acrobatiques qui servent absolument à rien. Mais vraiment, c'est juste... Ben moi, je veux le dire, pour le faire tout le temps quand je joue, moi, je trouve ça agréable, je trouve ça juste le fun. Mais ça donne aussi comme l'opportunité de... Ça met une emphase sur certaines parties de son corps, admettons. Son poitrine, ses fesses qui vont être collées à la caméra. Ce qui amène à parler aussi des angles de caméra. Dans Tomb Raider, c'est un point de vue à la troisième personne. Donc, tu vois ton personnage de la tête aux pieds, la caméra dos à elle. Donc, on la voit bien quand elle fait tous ses mouvements. Puis aussi, on peut déplacer la caméra. Donc, il est possible de vraiment utiliser la caméra comme outil pour vraiment regarder Lara sur tous ses angles et coutures. Puis vraiment la poser comme un jet de regard. Puis, je pense que je lisais un article qui disait que tu peux, dans un des jeux, tu peux acculer Lara au mur. Puis vraiment... genre de face à la caméra, puis vraiment mettre la caméra sur elle pour vraiment bien la voir. Donc ça, c'est des façons qui viennent... je sais pas si c'est fait consciemment ou quoi, mais tout ça participe à renforcer la sexualisation du personnage. Puis on s'entend que Lara a connu beaucoup de transformations dans sa vie depuis les dernières années. Oui, surtout avec les reboots. Maintenant, je pense que ses représentations sont plus réalistes. Elle arbore des proportions
plus réaliste, disons-le. Puis, en fait, ce qui est drôle, c'est que quand le personnage a été créé, je pense que Lara est aussi connue pour sa poitrine assez immense. Puis, les concepteurs ont justifié ça en disant qu'en fait, c'était une erreur dans la programmation. La souris a glissé et il y a eu une augmentation de 150%. Ça, c'est la justification à la poitrine de Lara. Mais ils l'ont laissé? Je veux dire, oups, mais on va le garder. Exactement. C'est une erreur, ils ont décidé de pas la réparer. Wow. Eh ben voilà. J'y crois. C'est ça. Mais ça, c'est quand même la justification assez officielle de pourquoi elle a cette taille de poitrine-là. Moment de silence. OK. Mais justement, on parlait justement de grosseur de poitrine avec l'exemple de Overwatch. Effectivement, comme je trouve que justement, c'est très bien proportionné justement dans tous les personnages féminins, qu'il y en a quand même beaucoup. Je trouve que c'est extrêmement bien fait. Il y en a de pas du tout. Oui, il y en a beaucoup, mais justement, comme avec un équilibre avec le corps, là, c'est pas vu pour... Parce que t'as pas le temps en combat de se dire « Oh, je regarde le décolleté de telle personne », tu sais. T'as pas le temps en combat, si c'est l'ennemi, il faut que tu le tues le plus rapidement avant qu'il te tue, tu sais. Donc, j'ai trouvé qu'il y avait un équilibre par rapport à ça, effectivement, comme le commentaire que la demoiselle, elle avait dit tantôt. Sauf que, effectivement, je pense que même si, oups, c'est 150% une fois, ben ça a été 150 plusieurs fois. Oui, ça a pris le premier jeu en 1996, le reboot a été fait en 2013. Bon, donc ça a pris de 1996 à 2013 avant qu'on décide de diminuer sa poitrine. Ça a pris de 1996 à 2013 avant qu'on décide de l'habiller adéquatement. Mais c'est ça, parce que tu t'en vas genre en mini-short comme ça, je veux dire, peut-être qu'il y en a qui trouvent ça confortable et tant mieux, mais dans ce qu'elle fait, comme, je sais pas, là... Ouais, pour aller combattre ennemis et animaux dans la jungle... Les animaux, là, je veux dire... Je sais pas. Mais, donc oui, en 2013, ça, ils ont vraiment changé. Ils ont décidé justement, ils ont diminué sa poitrine, ils l'ont habillée. Tu me diras, elle est en camisole, puis bon, ton pantalon, ça va, puis elle reste en camisole. Mais je trouve déjà ça plus adéquat que le mini-shirt qui est des jeux, là, parce que tu peux débloquer des tenues. Oh, c'est dans Underworld, qui est sorti en 2007, je pense, ou 2008, en tout cas. Elle peut être en bikini, tu peux la mettre en bikini. C'est des tenues que tu peux débloquer. Mais là, ça se demandait, est-ce qu'on joue à un jeu ou on joue à la fantaisie créée pour le joueur? Exactement, c'est ça. Parce que, tu me diras si je me trompe, mais j'ai pas entendu beaucoup de femmes faire « Je joue à Lara Croft parce que je veux la voir en bikini, parce que ça m'attire la voir en bikini. » Tu sais, je veux dire... Non, je pense pas. Après, je pense pas que c'est la raison pour laquelle les joueurs hommes y jouent non plus. Je pense que c'est des bons jeux qui sont intéressants autant pour les hommes que pour les femmes. Je pense juste que ces points-là, là, le corps de Lara, ses tenues, c'est un bonus, entre guillemets, pour les joueurs, comme une récompense, un trophée un peu. Bon, t'as réussi tel niveau, nouvelle tenue, et tiens donc, comme le mini-shirt et le chandail bédaine n'étaient pas suffisants, c'est un bikini maintenant, ou une tenue moulante. Donc, c'est là qu'on vit cette injustice. C'est là que tu vois l'inutilité, en fait, de l'objectivation de Lara, c'est ça. Oui. Donc, au moins, à partir de 2013, ça a vraiment changé. Puis, le jeu offre toujours des tenues supplémentaires. Mais, mon Dieu, cette fois-ci, elles sont adaptées à sa situation. Donc, je sais pas si c'est... Je pense que c'est... non, je pense que dans le premier, t'en as pas. Je pense que c'est à partir de Rise of the Tomb Raider, donc le deuxième, en 2015. T'as des tenues supplémentaires. Puis là, je sais que t'as une tenue d'archère. Donc, elle a vraiment l'équipement qu'il faut pour tirer avec son arc. Elle a une tenue genre de guérilla où elle a une veste par balle, motif armé. Donc, des choses comme ça. Donc, où tu vois plus vraiment son corps. C'est vraiment comme. C'est des tenues qui sont adéquates, adaptées à la situation dans laquelle elle se trouve. Puis ça a été poussé parce que dans le dernier qui est sorti en 2018, Shadow of the Tomb Raider, maintenant les tenues offrent des avantages de gameplay. Donc selon les différentes tenues que tu as, pas toutes, mais certaines t'offrent des avantages de gameplay. Donc je peux mettre une tenue, disons, de combat où là je suis plus résistante parce que j'ai du genre body armor, genre une veste par balle ou quoi que ce soit. J'ai des tenues de camouflage qui me rendent plus difficile à me détecter quand les ennemis. Donc ça, c'est super intéressant.
Parce que tu viens justifier pourquoi on offre des tenues en offrant des avantages de gameplay. Ouais, puis on s'entend que les skins, ça c'est plus des équipements que des skins, là, mais on s'entend que le skin de nos jours, dans les jeux, t'as pas besoin d'une grosse raison d'être pour en offrir. Après, moi je suis la première qui apprécie avoir plusieurs tenues différentes, puis qui aime ça changer, genre refaire le niveau avec des tenues différentes. Je le fais constamment. Mais tu vois, je trouve ça plus logique dans le cas de Tomb Raider d'en avoir que dans Overwatch, où est-ce que c'est juste purement esthétique. Et de faire, hey, c'est donc bien le fun, là. Oui, pour vrai, je trouve ça le fun. Là, mais en même temps. On va pas se le cacher, les jeux ont une grosse partie d'esthétisme aussi. Donc, c'est le fun de voir quelque chose qui est visuellement intéressant, qui nous attire, qui attire le regard. Puis moi, ça, je sais pas, là, je sais pas si c'est parce que j'ai souvent joué à Tomb Raider ou j'ai été habituée de changer de tenue. Moi, pouvoir changer de skin ou de tenue dans un jeu, j'adore ça. Mais c'est ça fait une variété, c'est ça qui est cool. Mais là, si ta skin, comme là au début, là, quand tu vas te mettre en bikini, ben là, tu fais comme bon, bouf. Non, c'est ça. Après, je dis ça, mais il y en a où c'est nu de sport. T'en as d'autres qui sont corrects. Mais c'est juste que le bikini, moi, je trouve ça. Ça, c'est hors propos. Hein. Ouais. Ben, on pourrait en parler pendant des heures de ces tenues à Lara, là, mais au moins, ils ont changé ça pour le Mi-Boot, puis donc, voilà, c'est donc un corps plus adapté, mais un corps qui répond quand même au nombre de beauté. Ouais, mais en même temps, là, je me dis, c'est quand même assez exigeant, là, son travail, là, qui est archéologue, mais qui est pas tant la représentation d'un archéologue aventurier qu'on connaît de nos jours, là. Non, c'est ça, je pense pas que tous les archéologues font ça. Si oui, mon Dieu, ils ont une job passionnante. Mon Dieu! J'ai pas ma vie, je le sais pas. Ils ont aussi beaucoup d'assurance vie parce que sérieux. Oui, c'est effectivement. Mais non, c'est sûr. Ça, je suis d'accord qu'elle a le physique de l'emploi, si on veut. Mais par contre, quand je dis qu'elle répond vraiment à des normes, je pense entre autres aux normes athlétiques où on voit quand on parle d'une femme athlétique, on dit c'est une femme qui est un petit peu musclée mais pas trop. On verrait pas une femme avec la shape d'Arnold Schwarzenegger. Pourtant, dans Overwatch. C'est pour ça que j'en parle. Parce que je sais, il y a un personnage, puis là, j'ai oublié son nom. Elle a les cheveux roses, là. C'est Sarah, Zarya. Mais donc, pendant qu'on cherche son nom, je peux le dire, c'est un personnage qui est extrêmement musclé. Puis c'est une femme. Puis je l'ai vu, puis quand j'ai vu sa carrière, j'ai genre mon. Zarya le tank. Ben donc, qui, elle, se conforme pas du tout aux normes athlétiques chez les femmes. Non. Ça, je trouve ça fantastique. C'est cool, les cheveux roses. Moi, je trouve que... Oui, en plus, non seulement elle est super musclée, elle a une carrure super imposante, puis elle a les cheveux roses. Peut-être que je l'ai serré, en fait, semaine si je joue Overwatch. C'est ça. Non, ouais, effectivement. Puis, tu sais, comme... Attends, on allait vers où avec ça, là? On allait que... Oui, c'est ça, on n'a pas la carrure, généralement, d'un homme chez une femme, sauf à exception. Ça existe, tu sais, c'est ça, ça arrive, des femmes plus carrées, plus musclées. Il y a des bodybuilders qui sont des femmes. Elles ont une shape pas musclée. Plus que ce qu'on a l'habitude de voir qu'on parle de femmes athlétiques. Donc, mais en même temps, un jeu vidéo, là, on peut s'amuser à créer des univers qui n'ont aucun rapport avec notre vie, mais on est encore tout le temps, constamment, on se ramène toujours à ce qu'on connaît. Toujours au même stéréotype. On n'ose pas aller de l'avant avec « Hey, on pourrait essayer quelque chose de totalement wild. » Puis... Ce que je trouve intéressant avec Tomb Raider, c'est que je pense que pendant longtemps, les concepteurs ou les studios ont dû se dire on va la refaire comme ça parce que si on la fait différente, ça fonctionnera plus, on n'attirera pas les joueurs, ce sera pas autant populaire. Je pense qu'ils sont beaucoup basés sur Lara Croft pour être le facteur de popularité du jeu parce qu'elle était belle, attirante, sexy, tout ce que tu veux. Ben, aujourd'hui, elle est encore belle, elle est encore attirante. Mais l'emphase est beaucoup moins mise sur sa sexiness, sexitude. C'est beaucoup moins mis là-dessus. C'est vraiment plus sur le côté psychologique du personnage. Ouais, là, aujourd'hui, davantage. Parce que c'est, dans le fond, tu sais, les reboots, c'est l'histoire c'est le origin story de Lara. C'est comment elle est devenue l'aventurière qu'on connaît. Comment elle s'est construite comme exploratrice et guerrière. Donc, je trouve que les jeux focusent quand même beaucoup plus sur la psychologie. Surtout le premier, là, celui de 2013, est très, à mon avis, la psychologie du personnage est fantastique. Mais, donc oui, je pense qu'ils ont quand même gardé des points d'ancrage auxquels les joueurs, des références auxquelles les joueurs allaient comprendre, mais ont changé certains trucs qui sont dit, avoir des proportions plus réalistes, avoir une taille beaucoup moins marquée, plus genre normale, une poitrine aussi d'une grosseur plus normale, quoique une grosseur normale de poitrine, est-ce que ça existe? Je sais pas, là, c'est variable. Ouais. Mais, puis donc, ils font en sorte qu'ils la sexualisent pas tant que ça, quoique, je pense quand même encore que, par certaines façons, parce que ça reste comme un personnage attirant et tout, mais
non, voilà, je pense qu'il y a quand même un bel effort qui a été fait. Puis je pense que le succès de ces jeux-là prouve que c'est pas la beauté de Lara puis le fait qu'elle soit sexy qui est un facteur de réussite de ce jeu-là. Ça peut être aussi parce que le jeu est juste hot aussi. C'est un bon jeu. Ben voilà. Donc, c'est ça. Après, je pense que ce qui est intéressant puis qu'il faut pas oublier, parce que là on parle des représentations puis de comment les concepteurs créent les personnages. Sauf que je pense que ce que les joueurs font avec ces personnages-là aussi, c'est important. Genre, Lara, bon, dans tout le monde, il y a un patch, en tout cas un mode, je sais pas clair qu'est-ce que c'est. Une altération du jeu, disons, qui s'appelle Nude Raider, qui permet de mettre Lara toute nue. Ben oui. Donc voilà. C'est un exemple de truc qui peut être, disons, comme façon de justement renforcer encore. Puis moi, c'est ça qui m'intéresse en fait, c'est de voir comment qu'est-ce que font les joueurs avec Lara Croft. Est-ce que la façon dont ils l'interprètent et se l'approprient, est-ce que ça renforce l'objectivation et l'érotisation de Lara, ou si au contraire, ça participe à en faire une figure plus subversive. Puis, je pense que quand même, j'espère trouver des exemples qui prouvent ça. J'espère que les joueurs, c'est pas tous des personnes qui veulent juste avoir une Lara sexy, mais qui veulent avoir une Lara intéressante, qui s'intéresse vraiment à sa psychologie, puis ça sera à voir, mais je mentionnais plutôt aussi que certains joueurs, à partir du reboot, se sont questionnés sur l'orientation sexuelle de Lara. Je pense que c'est venu aussi avant, parce que comme c'est jamais présenté, tu peux te poser la question. Puis c'est drôle parce que moi, je me suis jamais posé la question avant que je le lise dans un article, puis je me suis dit, bon, c'est vrai. Donc, je trouvais ça super intéressant. Puis je pense que le reboot a permis ça aussi dans la relation que Lara a avec sa meilleure amie Sam. Je pense que plusieurs personnes ont commencé à se poser des questions. Puis c'était comme ouvert un autre pan peut-être de la personnalité de Lara qui participe à la complexifier. Je sais que cette relation-là a été un peu critiquée parce que le but du jeu, c'est un peu d'aller la sauver. Parce que sa meilleure amie se fait kidnapper pour être offerte en sacrifice par une secte. Ben oui, bien sûr. Oui, il y a toujours un peu de mystique dans Tomb Raider. Oui. Ça fait partie de la franchise, puis c'est cool qu'il l'ait gardé. C'est toujours bien justifié par l'histoire en général. Donc, Lara Croft se ramasse dans des aventures qu'elle s'attendait pas, à la recherche de reliques ou d'artefacts mythiques, légendaires. Excalibur, le marteau de Thor, il y en a plein. Donc, que sa meilleure amie se fasse enlever par une secte pour être offerte en sacrifice pour que la déesse du soleil puisse se réincarner. Bon, c'est pas si étonnant. Ouais, mais en même temps, je veux dire, c'est correct, tu sais, que son amie ait sauvé son amie, là. C'est pas une demoiselle en détresse, c'est... Ben, certains l'ont vu comme ça. Après, moi, je mets un bémol en disant que, ben, elle sauve tout l'équipage. Qui est composé d'hommes aussi. Ouais. Donc... Haha, elle sauve des hommes aussi. Ben oui, exactement. Après, il y en a un qui se sacrifie pour elle. Mais là, on va pas continuer là-dedans tout le temps. Là. Lara, c'est l'héroïne. L'héroïne qui sauve tout le monde dans tous les jeux. Elle finit toujours par sauver tout le monde. C'est ça. C'est elle. Et ben voilà. Chance qu'elle est là. Après, je veux dire, c'est l'héroïne du jeu. C'est un peu normal en même temps, je vais vous le dire. Ouais. Donc... c'est ça, on le voit aussi très bien dans d'autres jeux aussi. Pourquoi pas avec Lara. Oui, exactement. C'est ça. Puis où est-ce que t'en es rendu là, dans tes recherches? Là, t'as fait un terrain là, ou tu t'en vas vers le terrain bientôt? Ben, je suis en train de faire mon projet, donc j'ai fait ma problématique. Okay. Là, je suis en train de travailler sur mon cadre théorique, donc à savoir tout ce qui va m'être utile pour analyser mes résultats. Puis après, oui, je vais faire un terrain. Donc moi, ce que je vais faire, c'est interviewer des joueurs et joueuses. Et le plus possible, j'aimerais avoir des joueurs et des joueuses, mais aussi des personnes issues de diversité, pour avoir des avis différents, puis le plus de feedback possible, mais genre de personnes différentes. À voir si c'est possible, mais ça serait mon idéal. Puis voir un peu, donc c'est ça, comment ce que les joueuses font avec le personnage de Lara, comment ils l'interprètent. Parce que je pense que le personnage est ouvert à l'interprétation, selon différentes personnes. Comment ils se l'approprient aussi par leurs interprétations. Quelle relation ils établissent avec elle. Après, moi, je vais te m'intéresser à la question aussi du cross-gender. Ce qui est intéressant avec Lara aussi, c'est que Tomb Raider, c'est un jeu qui te donne pas le choix d'incarner un personnage féminin. Donc, après, je pense qu'on a mentionné beaucoup de jeux où c'était un choix. Je pense, mettons, Assassin's Creed Odyssey, c'est le joueur qui choisit. Puis je me rappelle une auteure, c'est Adrienne Shaw, qui disait en parlant des choix de romances homosexuelles dans les jeux, notamment dans Fable, si je me trompe pas. Elle disait c'est bien beau, elle a du gros paraphrase, et comme c'est bien beau offrir ce choix-là,
Mais quand c'est un choix, le joueur peut toujours décider de ne pas se confronter à ces options alternatives qui constituent, disons, l'homosexualité. Ouais. Donc moi, je reprends un peu, j'ai le goût de reprendre cette idée-là puis de dire, c'est le fun que les jeux offrent le choix entre un personnage féminin et masculin, mais ça reste que les joueurs peuvent décider de rester dans la vision dominante puis interpréter un personnage masculin. Puis je pense que c'est Mass Effect, où c'est un choix, tu peux incarner un homme ou une femme, ben il y avait compilé des statistiques, puis c'est la majorité incarne le personnage masculin. Ouais. Mais a-t-il des relations avec les autres personnages masculins? Dans les premiers jeux, non. Non, mais dans le dernier, ils peuvent. Dans le dernier, je pense que oui. Ça serait intéressant d'aller voir. En fait, ce qu'il faut dire avec Mass Effect, c'est que le personnage, quand tu choisissais d'être le personnage féminin, tu pouvais avoir des romances homosexuelles. Mais quand tu étais le personnage masculin, ça se pouvait pas. Ouais. Ben là... c'est ça. Mais dans le dernier... Puis ils ont eu beaucoup de plaintes des joueurs. Comme, c'est quoi cette affaire-là? Puis là, ils l'ont mis dans le dernier. Mais c'est ça. Donc, moi, c'est ce que je trouve intéressant avec Tomb Raider, c'est un jeu qui est apparu très tôt dans la culture vidéoludique, en 2016, donc c'est quand même assez rapidement. Puis que déjà, ça donnait pas le choix aux joueurs. C'est comme t'incarnes une femme. Deal with it. Exactement. Donc moi, je veux savoir, pour les hommes, quelle relation ils créent avec ce personnage-là, qu'est-ce qu'ils pensent d'incarner un personnage féminin, puis comment ils gèrent ce phénomène-là. Wow. On a bien hâte de te lire. En tout cas, moi, j'ai hâte de lire ça. J'ai hâte de le faire pour vrai. Je suis vraiment surtout en plus, t'en vas au doctorat, donc un point en moins pour un point en plus. Mais non, ça va super bien aller, puis j'ai vraiment hâte de pouvoir te lire. Je pense qu'on a fait le tour, à moins que tu voudrais peut-être un petit mot de la fin avant les remerciements. Non, je pense que ça fait vraiment le tour. Super. Puis voilà, je pense que, je me répète, puis je le dis, je pense à chaque fois que je fais des conférences ou que je parle de ça, mais je pense que l'industrie gagnerait vraiment à diversifier les personnages, mais les jeux en général. Juste parce que ça va être plus intéressant puis plus le fun à jouer. Définitivement. Ouais, je suis totalement raison. J'ai totalement... voyons. Oui, je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire, Élodie, puis je suis très contente de t'avoir eu à l'émission. Quels sont tes prochains projets pour les prochains mois? Je pense qu'on va pouvoir te voir à la journée d'études en jeu. Oui. Donc le 31 mai, avec toi d'ailleurs. Oui, avec moi. Oui, donc ça, je présente avec une collègue à nous, Pauline Zampolini, où on présente en fait sur la question des femmes en e-sport. Oh yes! Donc j'en ai parlé un peu tantôt, puis je sais que je suis pas super spécialiste, mais j'espère qu'après ça va être un sujet que je vais maîtriser encore plus. J'ai hâte de me lancer dans les recherches puis de faire ça, ça va être super intéressant. Puis on prend aussi un cas particulier qu'on trouve qui met bien la table, qui soulève les enjeux justement de la place des femmes dans le e-sport. Yes! Sinon, je vais présenter aussi un peu mon projet de mémoire donc sur Lara Croft au colloque de la NDC en avril. Oui, on va mettre les dates, tout ça, pour les gens qui sont intéressés à venir entendre Élodie j'imagine que ça va être encore plus avancé là, dans ton projet. On va avoir des résultats et tout, là. Résultats, non. Ça va vraiment être plus mon projet de mémoire, donc vraiment plus ma problématique, mon cadre théorique tôt. Je pense que ça va probablement me lancer sur des belles hypothèses. Ouais, des belles analyses, des belles pistes aussi, oui, c'est ça. Je vais présenter ma problématique de façon peut-être plus structurée que je l'ai fait là. Je vais dans tous les sens. On aime ça, là, ça nous permet de réfléchir à plein de choses en même temps. Oui, c'est ça. C'est un peu très spontanément. Parfait. Mettons, surtout les réponses des joueuses. Un bel exercice. Ouais. Mais donc ça, je disais un peu tout ce qui me venait à l'esprit sur le moment. Donc là, ça va être un peu plus structuré, mais oui, je pense qu'à la fin, surtout après ma revue littérature, puis mon cas théorique, je pense que je devrais déjà avoir des belles pistes d'hypothèses que je vais mettre en place pour mes résultats. Puis sinon... Sinon, c'est ça, 2 colloques où est-ce qu'on peut entendre notre super Élodie. Oui, vraiment, je fais une entrevue aussi sur Lara Croft pour un documentaire sur les jeux vidéo qui va s'appeler L'envers de la manette, qui va être diffusé, je pense, les premières capsules vont sortir autour du 15 mars. Donc, si je vois le lien, on le mettra sur le... je te l'enverrai. Parfait. Mais oui, aussi, c'est dans le fond, je parle encore plus de Lara Croft, puis un peu ce que j'ai dit là aujourd'hui, mais probablement plus poussé sur Lara Croft. Mais bon, je sais pas, je fais l'entrevue demain. Non, on verra bien. Oh là là, on t'a préparé. Hein? Oui, super. Voilà. Un gros merci d'être venu.
venu, puis honnêtement, c'était vraiment le fun de pouvoir discuter avec toi. Ouais. Puis c'est ça, si vous voulez entendre encore plus Élodie, rendez-vous aux 2 colloques qui s'en viennent pour elle et l'envers de la manette. Et sur ce, je vais vous inviter à venir nous écouter, chers auditeurs et auditrices, pour le prochain épisode, le mois prochain. À bientôt! Merci beaucoup d'avoir écouté l'émission, le podcast Victis. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à aimer et à partager la vidéo ou notre SoundCloud et abonnez-vous à notre chaîne. Pour rester à l'affût des nouvelles de Victis, vous pouvez aussi nous visiter à notre page Facebook ou vous rendre à notre site victis.ca. Merci, à la prochaine!